Bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurent Barban, je suis le délégué territorial de l'OPCO Santé en Île-de-France. Ravi de vous accueillir donc pour ce webinaire avec Maroussia Kravec et David Ravix. Bonjour. Nous sommes là donc nous sommes là pendant une petite heure pour vous donner envie ou pour vous renforcer dans toutes vos démarches de qualité de vie au travail en EHPAD. Avec ce slogan, la qualité de vie au travail en EHPAD, c'est possible. Alors, nous allons vous présenter un partenariat qui a été promu, initié par la DRIETS en Île-de-France, dans le cadre d'un engagement de développement emploi compétences, qui associe l'ARACT Île-de-France, qui associe à des conseils, qui associe les partenaires sociaux de plusieurs branches professionnelles de la santé privée, la CRAMIF également, sur une démarche donc qui se veut dans la durabilité, dans l'adaptabilité, dans la performance. Donc, pouvoir vous donner des outils et des moyens, bien entendu, pour mettre en œuvre donc au mieux ces démarches dans vos structures. Vous le savez mieux que moi, la qualité de vie au travail en EHPAD, c'est un enjeu très fort en matière d'attractivité, en matière de rétention aussi des talents dans vos structures. C'est un élément clé aussi dans toute la construction de la marque employeur. Et donc, on a voulu vraiment concevoir un dispositif qui soit le plus pragmatique et le plus adapté à votre état donc, et à vos besoins. Donc, on va aller effectivement outil par outil donc, dans la présentation du dispositif avec donc trois outils majeurs qui vous seront présentés. Un outil d'autopositionnement, un MOOC et un dispositif formation. Et ce qui fait aujourd'hui la valeur ajoutée de ce webinaire, c'est qu'on va avoir la chance d'avoir un professionnel, donc David, qui pourra intervenir, interagir et nous donner donc son premier ressenti, puisque David, vous avez déjà testé donc ce dispositif. Voilà pour la présentation très synthétique. Bien sûr, c'est une présentation qui se veut interactive. Donc, vous avez sur la droite le chat. Je vous invite à poser vos questions et à intervenir tout au fil de la conversation. Et on s'efforcera donc d'y répondre en temps réel. Je vais céder la parole à Maroussia pour la suite. Merci Laurent. Bonjour à toutes et tous. Je vais donc commencer par vous présenter le premier outil de ce dispositif, qui est un outil d'autopositionnement sur la qualité de vie au travail, qui a été conçu spécifiquement sur mesure pour les EHPAD, sur la base de notre expérience depuis plus de 15 ans auprès de vos établissements, et aussi sur la base d'une enquête terrain auprès d'établissements pilotes, 10 établissements pilotes. Donc, c'est une enquête qui a consisté en des observations de situation de travail, des entretiens individuels, collectifs avec l'ensemble du personnel de ces EHPAD. Et les 10 établissements pilotes ont également été conviés à tester l'outil qu'on va maintenant vous présenter. Alors, cet outil d'autopositionnement, il a été conçu comme un outil de dialogue social, de discussion entre direction et représentants des salariés. Bien sûr, il s'adresse d'abord au directeur d'EHPAD, puisqu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le renseigne. Mais pour autant, nous insistons, notamment dans l'introduction de l'outil, sur la nécessité de le renseigner collectivement, avec vos délégués syndicaux s'il y en a au sein de votre établissement, avec le CSE s'il en existe, ou avec votre personnel dans le cadre de réunions ad hoc. L'intérêt de cette participation du personnel, c'est bien évidemment de favoriser l'échange, la discussion sur la qualité de vie au travail par l'intermédiaire de cet outil. Et puis, c'est aussi de vous assurer en tant que responsable d'établissement que votre vision de la qualité de vie au travail est bien partagée par la majorité de vos collaborateurs. Alors, je vais maintenant vous présenter succinctement l'outil. Donc, vous voyez apparaître à l'écran. Il est structuré autour des 6 dimensions de la qualité de vie au travail dans les établissements médico-sociaux et en particulier dans les EHPAD. Donc, autour du contenu du travail, de la santé au travail, de la performance et des valeurs de l'établissement, de l'employabilité et du développement professionnel, des relations de travail et du climat social, et enfin de la conciliation vie privée, vie professionnelle et de l'égalité des chances.
Vous allez voir que c'est un outil qui propose un diagnostic approfondi, détaillé. Il comporte près de 100 questions, donc ça peut paraître beaucoup, mais c'est à cette condition, en tout cas de notre point de vue, que vous obtiendrez un positionnement et des préconisations concrètes selon les réponses que vous allez apporter. Il a aussi une vocation pédagogique, donc il a pour objectif de permettre évidemment, dans un premier temps, de poser un premier diagnostic sur la qualité de vie au travail dans votre établissement, mais aussi, à travers les différentes questions posées, de prendre conscience de ce que recouvre vraiment la qualité de vie au travail. La confrontation avec le point de vue des IRP est aussi une façon de sensibiliser les directions au caractère nécessairement paritaire des démarches qualité de vie au travail. Les résultats sont proposés, comme vous le voyez apparaître à l'écran, sous forme de radar. Et pour chacune des 6 dimensions, vous aurez des préconisations concrètes qui seront proposées autour, par exemple, de la coopération, de la polyvalence, de l'autonomie, etc. Alors, je vais maintenant me tourner vers David Ravix, qui est directeur de l'établissement Les 9 Muses, qui accueille des résidents qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer et qui a eu l'occasion de tester cet outil. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez mobilisé, renseigné? Bonjour Maroussia, bonjour Laurent, bonjour à tous les participants. Effectivement, j'ai eu l'occasion de tester cet outil dès 2019 lors de la phase de test pilote et j'ai pu avoir une cartographie de mon établissement à ce moment-là avec quelques préconisations et des pistes d'amélioration au niveau de la qualité de vie au travail que nous aurions dû mettre en place. Le Covid est passé par là en 2020, le temps de se remettre dans l'ordre de marche. Et cet outil, on se le réapproprie depuis ce printemps, donc plus de 3 ans plus tard. Et il est sorti et je peux le diffuser maintenant en interne avec ma nouvelle équipe d'encadrement. Et je l'ai renseigné une deuxième fois, donc à l'automne 2022, 3 ans plus tard, qui m'a permis de pouvoir comparer l'état des lieux en 2019 d'à maintenant. Et je l'ai également soumis à notre IDEC, à notre psychologue et également aux équipes sur le terrain qui vont le faire avec la psychologue pour comparer chacun nos résultats dans les différents services pour voir si nous partageons la même vision du travail dans l'établissement ou pas. Très bien. Alors effectivement, je pense que vous rappelez quelque chose d'important que je n'ai pas signalé, c'est que vous avez la possibilité, et c'est, je pense, une des valeurs ajoutées de l'outil, de le renseigner à différents moments et donc d'avoir non seulement une photographie à un instant T, mais aussi une évolution finalement de la qualité de vie au travail au sein de votre structure. C'est ça, exactement, et ça va nous permettre de rentrer véritablement dans une démarche d'amélioration de la qualité et de la qualité de vie au travail au sein de l'établissement et d'ouvrir un espace de discussion. L'outil, il est très simple d'utilisation, il est rapide malgré la centaine de questions. La première fois, ça va prendre entre 30 et 45 minutes. La deuxième fois, c'est beaucoup plus fluide. Donc, on peut s'attarder plus facilement sur les questions et les réponses. Et le retour est instantané. Donc, par rapport à un audit que l'on peut faire avec des personnes extérieures ou même en interne, là, la réponse, elle est immédiate. On a la cartographie sur les 6 items qui nous arrivent immédiatement. Et la photo est instantanée. C'est un Polaroid et ça nous permet justement de pouvoir engager la discussion tout de suite et donc de rentrer immédiatement dans le cœur du sujet. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous propose de poursuivre avec le deuxième outil. C'est un MOOC. Alors, un MOOC, comme son nom l'indique pour les anglophones, c'est un cours en ligne massif, donc accessible à tous par définition individuellement, mais qui a vraiment été pensé par le comité de pilotage paritaire de ce projet comme une opportunité de réflexion collective. Donc, cette réflexion collective, elle peut prendre plusieurs formes dans vos établissements. Ça peut être le visionnage collectif du MOOC sur le temps de travail avec l'ensemble du personnel ou par petites équipes. Ça peut être du visionnage en individuel, mais des échanges réflexifs en équipe,
En tout cas, il y a vraiment cet enjeu de, là aussi, créer une discussion et de faire de ce MOOC une opportunité d'échanger, d'en faire un outil finalement un peu miroir sur la qualité de vie au travail au sein de vos établissements. Alors, on va là aussi vous le présenter succinctement. Donc, comme vous le voyez, il est accessible sur la plateforme FunMOOC. C'est un parcours de 2 heures environ, qu'il est préférable de notre point de vue de ne pas suivre d'une traite, mais plutôt de façon séquencée. Vous avez une totale liberté dans la façon d'appréhender le MOOC, puisque comme vous le voyez à l'écran, les modules sont directement tous accessibles. Donc, vous pouvez le suivre dans l'ordre que vous voulez, visionner ce qui vous intéresse, laisser de côté les ressources que vous trouvez moins intéressantes. Il est structuré autour de 3 modules. Qu'est-ce que la qualité de vie au travail? Donc, le module 1 qui est un module introductif qui permet de mieux comprendre cette notion dans les EHPAD. Le deuxième module, agir en faveur de la qualité de vie au travail, qui est un module qui part de situations de travail filmées, de situations de travail concrètes en EHPAD, sous forme de vidéo. Et chaque vidéo est ensuite analysée par des professionnels et par moi-même, sous l'angle de la qualité de vie au travail, dans le cadre d'un podcast, donc en format audio. Et enfin, le troisième module va illustrer, à travers des retours d'expérience d'EHPAD, la façon dont vos établissements peuvent mettre en place, si ce n'est des démarches complètes, mais à minima des actions, des ingrédients qui vont favoriser la qualité de vie au travail dans vos établissements. Chaque module dispose aussi d'e-learning, donc c'est des diaporamas que vous voyez apparaître à l'écran, qui sont interactifs, qui sont dynamiques, ainsi que des quiz qui vous permettent de tester vos connaissances sur la qualité de vie au travail. Alors, de la même façon, je vais me tourner vers David, qui a également eu l'occasion de tester cet outil, là, plus récemment, avec l'une de ses aides-soignantes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Ce que je peux vous en dire, c'est que quand vous me l'avez proposé, j'ai hésité à le montrer à une aide-soignante parce que un MOOC peut être impressionnant. J'en ai trouvé une qui est à l'aise avec l'informatique et qui, en un week-end, a pu faire les 3 modules et qui est revenue le lundi très ravie d'avoir participé d'elle-même à sa propre formation sur un sujet qui nous concerne tous, mais elle-même a pu être indépendante et autonome sur sa formation et le suivre à son rythme sur les modules qui l'intéressent le plus. Le contenu, au départ, est varié. Donc, comme vous le disiez, il y a le diaporama, il y a des visionnages, il y a un clip, des podcasts, des mises en situation. Ça peut être un petit peu déroutant, mais finalement, tout est très complémentaire et nous permet justement d'appréhender au mieux ce que peut être la qualité de vie au travail pour tout le monde au sein de l'établissement. Et comme je vous le disais, l'indépendance et l'autonomie pour la formation peut permettre à tout le monde, tous ceux qui sont à l'aise avec l'informatique, de se former quand ils le souhaitent. Nous, au niveau des 9 muses, on va l'utiliser différemment parce que je ne veux mettre personne en difficulté. L'outil donc va être utilisé par l'équipe d'encadrement de manière autonome, avec une deadline pour qu'ensuite nous puissions former nos soignantes lors de formations internes sur des modules ou des morceaux de modules qui vont nous intéresser à l'instant T. Ensuite, l'analyse des situations de travail très intéressantes qui permet de voir un petit peu comment ça se passe ailleurs, et ensuite l'analyse par les experts qui permettent de pointer du doigt sur ce qui peut être amélioré et comment améliorer tout cela. D'accord. Donc, ça va servir à tout le monde, ça va servir de socle également de base et de discussion de la QVT avec l'ensemble du personnel. Ça complète parfaitement le premier outil que vous avez proposé. D'accord, donc effectivement, vous faites le choix et c'est vraiment comme ça qu'on l'a conçu, donc on en est ravis, plutôt comme un outil finalement de formation collectif. Hein, vous allez l'aborder collectivement avec le personnel. Très Exactement. Bien. Merci pour ce retour. Je vous propose de passer au troisième et dernier outil. Alors, qui est cette fois une formation en ligne à destination des encadrants. Donc, directeur, directrice d'EHPAD et cadre. C'est plutôt un outil qui est pensé, comme vous allez le voir, pour les téléphones portables. D'ailleurs, c'est un mobile learning, mais il est aussi accessible depuis une tablette ou encore depuis un ordinateur. C'est une formation qui est aussi structurée autour de 3 modules qui durent 45 minutes environ. Chaque module propose, vous le voyez apparaître, une boîte à outils
ainsi qu'un parcours de progression qui vous permet de vous repérer dans l'avancée de votre module. Le premier module, comprendre les principes de la QVT, est un module plutôt de sensibilisation. Le deuxième module, en revanche, agir avec mon équipe, propose des solutions concrètes au cadre à mettre en place pour améliorer la QVT au sein des unités de travail. Le troisième module, agir dans l'établissement, va également proposer à l'encadrement des pistes, mais cette fois pour contribuer à développer la QVT au niveau de la structure dans son ensemble. Comme vous le voyez, c'est un outil qui est plutôt ludique avec des jeux, des tests, des cas pratiques, des mises en situation, des vidéos aussi qui illustrent des situations, des démarches QVT dans les EHPAD. Alors que le MOOC est vraiment un outil de sensibilisation à destination de l'ensemble du personnel, là on s'adresse à l'encadrement. Il y a vraiment un enjeu de proposer des pistes d'action concrètes pour agir en faveur de la QVT. Et il peut même être complété pour les cadres qui souhaiteraient aller plus loin par des actions de formation en situation de travail, par exemple sur comment animer des espaces de discussion sur le travail dans mon établissement. Je vais à nouveau me tourner vers David qui a aussi eu l'occasion de tester cet outil et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en matière d'utilisation et d'enseignement? Si vous me le permettez, avant de répondre à cette question-là, je vais répondre à la question de Martine sur le chat qui disait que notre aide-soignante avait suivi donc le MOOC sur son temps de repos, effectivement, et quid de la QVT puisqu'on lui a demandé de travailler pendant son temps de repos. Alors, 3 choses. Déjà, elle était volontaire. Pour le faire, c'est une soignante qui a soif d'apprentissage, d'améliorer ses pratiques au quotidien. Je l'avais identifiée, je lui ai proposé. Si elle avait dit non, j'aurais répondu non et elle ne l'aurait pas fait, clairement. Et ensuite, c'était sur son temps de repos, elle y a participé, je l'ai rémunérée. Donc, elle avait envie, elle a appris et en plus, elle a été rémunérée. Je pense que la qualité de vie au travail qui était à domicile, là pour le coup, y était. C'est le retour, elle est revenue avec le grand sourire et elle m'a remercié d'avoir pu se former elle-même à distance. Donc, c'était un choix sur la base du volontariat et je n'ai pas vu de souci, je ne l'ai pas forcé à le faire. C'est pas comme ça qu'on fonctionne au 9MUSI. Pour le mobile learning, donc là encore, on a un format qui nous permet de nous former quand on souhaite, sur PC ou sur mobile, ce qui est très pratique, notamment dans les transports par exemple. Ça fonctionne très bien, c'est bien organisé, bien séquencé, avec des séquences qui sont relativement courtes. Je n'en ai pas forcément trouvé qui dépassaient les 10 minutes, donc pas de souci, on peut le faire par étapes. Et c'est tellement bien structuré au final que quelqu'un qui ne s'était pas posé la question de comment je vais faire pour mettre de la qualité de vie au travail dans mon établissement, eh ben, on a tous les outils pour savoir par où commencer en fonction même de notre profil. Puisqu'il y a un profiling à un moment qui nous permet de savoir éventuellement sur quoi commencer dans le module de formation. Donc là encore, on a une grande liberté. Je l'ai diffusé également à mon IDEC, ma psychologue, ma MEDEC. Comme cela, nous, au niveau du CODIR, nous saurons de quoi nous parlons en parlant de QVT. Nous aurons un langage commun. On saura également comment nous nous positionnons par rapport à la QVT et comment chacun se positionne par rapport à la qualité de vie au travail, parce que mon impression peut ne pas être la même que mon IDEC, par exemple. Nous allons amorcer une démarche commune sur la qualité de vie au travail et ensuite, nous présenterons les modules aux soignants en fonction des points les plus faibles que nous aurons identifiés sur notre structure. Donc, c'est une parfaite complémentarité en termes de connaissances et qui nous donne les outils pour pouvoir amorcer donc, les groupes de discussion au sein de notre établissement. Voilà. Merci David pour ces précisions. En conclusion, et avant de répondre aux différentes questions qui sont posées et de redonner la parole également à Laurent, j'aimerais que vous nous fassiez part de votre expérience. Vous êtes depuis près de 4 ans directeur d'un EHPAD. Lorsque vous avez pris sa direction, moi j'ai eu l'occasion justement de rencontrer le personnel qui était un peu à bout de souffle. Les familles étaient assez critiques. Vous aviez des avis avec toutes les limites de ce type d'avis, mais vous aviez des avis sur Internet qui étaient assez négatifs.
Bref, le contexte était difficile. Vous aviez à ce moment-là la volonté de mettre en place justement une démarche qualité de vie au travail en impliquant davantage le personnel, en le responsabilisant. Vos projets, comme beaucoup de projets, ont été mis à mal par la crise sanitaire. Néanmoins, vous avez réussi, on peut dire, à remonter cet établissement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis en place et ce qui a changé? Effectivement, j'ai pris le poste de directeur de cet établissement en 2018, fin 2018, avec un objectif premier très clair, c'était de ramener la sérénité dans l'établissement, qui est un établissement qui n'accueille que des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer ou des troubles du comportement. Donc un établissement où les risques psychosociaux étaient très forts. Et en arrivant sur l'établissement, en rencontrant individuellement chaque membre du personnel présent, j'ai pu m'apercevoir qu'un conflit IDEC-MEDEC d'avant, avec un management très directif, on avait enfermé le personnel dans une routine malheureusement conflictuelle. Donc, très mauvaise ambiance de travail. Et de fait, en étant moins bien au travail, en arrivant parfois dans l'établissement avec une boule au ventre, ça se répercutait sur la prise en soin des résidents. Et finalement, le personnel avait l'impression de moins bien faire son travail qu'avant. Il faut souligner que quand j'ai pris le poste, l'ancienneté moyenne de nos équipes était de 11 ans pour un établissement qui était ouvert il y a 14 ans. Donc, des équipes anciennes, attachées à leur travail, à leurs résidents, qui avaient l'impression, depuis quelques années, de moins bien faire leur travail. Donc, on était clairement dans un cercle vicieux et avec du personnel et des résidents en souffrance. Personnellement, moi, je pars du principe qu'un personnel qui n'est pas bien au travail ne fera pas bien les soins, et ce sont les résidents qui en pâtissent. Et donc, à l'inverse, pour qu'un personnel soit bien au travail, il faut lui donner de bonnes conditions de travail, une bonne qualité de vie au travail. Donc, en conséquence, le chantier a été découpé un peu comme celui-là, c'était de remettre du sens au travail. Pourquoi est-ce qu'on est là? Dans quelles conditions? Comment est-ce qu'on peut améliorer notre travail au quotidien pour améliorer la qualité de vie des résidents cette fois-ci? Comment se faire et se refaire confiance? Parce qu'au final, les membres du personnel, à cause des conflits antérieurs, ne se faisaient plus véritablement confiance. Il y avait des conflits entre eux également. La direction n'osait pas forcément lui parler directement. Bref, tout un travail de remise en confiance. Il y a eu également de la responsabilisation du personnel en leur donnant une plus grande autonomie, donc n'être plus dans un management directif, mais beaucoup plus participatif, connaître le travail des uns et des autres et savoir comment on peut s'entraider. Et également en appliquant un management par l'erreur, puisque chacun peut faire des erreurs, nous sommes des humains, on est imparfaits. Et de fait, par exemple, si je peux vous donner un exemple, alors pas aux 9 Muses, mais avant, une stagiaire aide-soignante, ses premiers jours qui n'avait quasiment pas d'expérience, on me signale dans l'équipe paramédicale, du moins une paramédicale vient me voir pour me dire que la stagiaire, il faut la licencier. Arrêter son stage tout de suite, elle est dangereuse. Donc, j'ai interrogé et en fait, cette stagiaire a mis la main aux fesses d'une résidente. Effectivement, on peut être sur plein de cas, maltraitance, harcèlement sexuel, tout ce qu'on peut imaginer. Mon management fonctionne par le questionnement de l'erreur. Donc, avec notre IDEC de l'époque, on a rencontré cette stagiaire, on l'a questionnée, on lui a fait dire et avouer qu'elle avait mis une main aux fesses d'une résidente. Et elle nous l'a dit, mais spontanément, avec un sourire. Oui, je l'ai fait. Mais pourquoi l'avez-vous fait? Eh bien, je l'ai fait pour savoir si elle a une protection. Voilà. Donc, en fait, elle ne savait pas la pratique. Personne ne l'avait tutoré pour lui expliquer comment on pouvait faire dans cette situation-là. J'avais un personnel paramédical qui voulait que j'arrête la formation de cette stagiaire qui pensait bien faire. Et de fait, on ne l'a pas licenciée, on ne l'a pas sanctionnée, on lui a rappelé les règles et le cadre réglementaire, ce qui ne se fait surtout pas en établissement. Et à présent, quelques années plus tard, elle est en formation d'infirmière, comme quoi elle a bien avancé et que ce n'était pas forcément un mauvais personnel. Donc, en apprenant de ses erreurs, c'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'on peut être en confiance. Et tout cela, finalement, je me rends compte que ça a été salvateur au moment de la crise du Covid. La proximité et l'échange avec le personnel nous a aidés pendant cette crise épidémique
qui nous a frappé très fortement en mars et avril 2020, avec beaucoup de résidents qui l'ont attrapé à cause de leurs troubles du comportement, beaucoup de déambulations, une impossibilité éthique de les enfermer dans les chambres ou de les shooter. Excusez-moi pour le terme shooter, pour la contention médicamenteuse. Ce n'est pas comme ça que l'on souhaite fonctionner, donc le Covid malheureusement a circulé. Donc résidents et équipes ont été touchés par le Covid et malgré tout, le personnel, 9 personnels sur 10 est resté dans l'établissement, qu'ils soient fatigués ou malades et tout cela. Tout le monde s'est donné la main. Et après la crise Covid, on a accompagné ces personnes-là, ces personnels, puisqu'on a eu quand même quelques décès, ça a été violent. On les a accompagnés par la mise en place d'ateliers avec une psychologue, quelqu'un qui était gérontopsychologue également, pour l'accompagnement au deuil qui n'avait pas pu se faire sur cette période. Et depuis 2 ans, je me retrouve avec du personnel qui n'a pas démissionné, qui est solidaire et qui a encore envie de travailler et d'apporter du bien aux résidents. Donc, j'ai fait, pour être tout à fait franc, j'ai fait de la qualité de vie au travail sans même m'en apercevoir. Les outils que vous m'avez permis d'expérimenter donc, ces dernières semaines et ces dernières années avec l'outil d'auto-positionnement m'ont permis de voir qu'au final, la qualité de vie au travail, nous en faisions, mais de manière non organisée. À présent, on va l'organiser puisque la période n'est plus la problématique Covid, mais la problématique de la pénurie de personnel, de la crise de vocation des soignants qui ne savent pas s'ils viennent travailler, dans quelles conditions, avec beaucoup d'intérimaires qui vont d'établissement en établissement sans véritablement s'arrêter. Et pour moi, ça, c'est pas… On ne va pas aller bien loin dans les bons soins aux résidents si on continue, si on ne se pose pas sur un établissement. Donc, on va structurer tout ce qu'on a mis en place grâce à vos outils, voir nos points forts, nos points faibles. Les 3 outils que vous avez proposés et présentés sont extrêmement complémentaires, simples d'accès, et nous les utiliserons non pas pour que le personnel se forme tout seul dans son coin sur son temps de repos, mais plutôt à l'occasion de formations internes qui vont encore nous rapprocher et ouvrir les discussions, parce qu'ouvrir un groupe de discussion, même si on se connaît bien, ce n'est pas évident, et pourtant il faut en commencer par là. Et comme ça, on va continuer à donner du sens et donner envie aux soignants de rester sur l'établissement, de travailler. Ce n'est pas simple tous les jours, nos résidents ne sont pas évidents, les risques psychosociaux sont effectivement présents, mais en structurant bien notre qualité de vie au travail, on va pouvoir travailler sur nos points faibles et s'améliorer donc dans le temps. Donc pour moi, la QVT en EHPAD, elle est possible, pour donner une conclusion au thème de ce webinaire, pardon. La QVT en EHPAD, elle est possible, mais surtout, elle est fondamentale. C'est un élément majeur dans la bonne prise en soin des résidents. Ça fidélise le personnel qui souhaitera apporter le meilleur de soi-même. Et en retour, eh ben, tout le monde sera reconnaissant les uns avec les autres parce que nous nous aiderons à nous perfectionner et à apporter du mieux à nos résidents. Donc, merci l'OPCO, merci l'ARACT pour la mise à disposition de ces outils. Oui, vous souriez, mais pour les avoir testés, ça paraît beaucoup de choses et au final, ça passe très bien parce que oui, ça concrétise véritablement ce que l'on peut mettre en place dans un établissement médico-social en se disant, moi, je suis le directeur, qu'est-ce que je peux faire pour les résidents? Parce que ce n'est pas nous qui faisons les soins. Et bien, justement, pour bien prendre en soin les résidents de notre place d'encadrement, et bien, en prenant soin de notre personnel, nous prendrons bien soin de nos résidents. Merci encore. Merci beaucoup, David, pour ce témoignage et ces illustrations très concrètes, mais qui montrent bien ce que c'est que la vie et la qualité de vie au travail en EHPAD. Laurent, je te donne la parole pour la conclusion et on termine par les questions. Oui, volontiers. Un grand merci à vous deux pour ces échanges qui sont très riches, qui démontrent en tout cas que ce dispositif donc, qui a été conçu pour les EHPAD, il est là pour vraiment s'intégrer dans les démarches donc, des dirigeants d'EHPAD en fonction de leur niveau de maturité, en fonction bien sûr effectivement de tous les facteurs qui viennent d'être évoqués, hein, c'est-à-dire la sortie Covid, le besoin effectivement de renforcer l'attractivité, de retenir les talents,
Plusieurs questions sont apparues dans le chat. Hein. C'est vrai que les partenaires sociaux ont vraiment insisté sur l'idée d'une démarche qui soit gagnante-gagnante, c'est-à-dire à la fois qui permette bien entendu d'associer les dirigeants, les encadrants et les partenaires sociaux et tous les salariés effectivement sur la démarche. Donc plutôt une organisation, je dirais, du dispositif pendant le temps de travail. Hein. Je pense que c'est important puisque c'est vraiment un sujet qui est au cœur donc de l'activité des EHPAD. On s'est voulu aussi extrêmement ouvert, c'est-à-dire même si c'est un financement État, effectivement, au travers de la DRIETS, il y a eu un travail très fin qui a été fait auprès d'EHPAD privés. Donc, pour autant, ce dispositif, il est bien ouvert, en tout cas sur la partie outils d'autopositionnement et MOOC aux salariés de tous les EHPAD. Le petit bémol, c'est que la formation des managers, elle, par contre, elle est prise en charge aujourd'hui sur un budget dédié au sein de l'OPCO-Santé. Donc, elle est réservée aux encadrants donc, des EHPAD privés. Pour autant, je sais que l'ANFH pour le secteur public propose également voilà, des dispositifs d'accompagnement des managers sur la qualité de vie au travail. Il existe également pour les autres établissements sanitaires ou médico-sociaux voilà, bien sûr, d'autres dispositifs. Mais là, l'intérêt de je dirais, de ce dispositif, c'est que c'est vraiment un dispositif avec plusieurs outils qui peut être donc utilisé dans sa globalité ou alors partiellement en fonction du niveau. Et c'est quelque chose qui se veut aussi dans la durabilité, puisque comme l'a évoqué David, on peut très bien partager donc l'outil d'autopositionnement avec plusieurs collaborateurs et on peut renouveler l'exercice au fur et à mesure qu'on déploie donc la démarche qualité de vie au travail dans les établissements. Donc c'est voilà, c'est un produit durable. Les conseillers de l'OPCO-Santé sont là pour renseigner donc des EHPAD privés et vraiment faciliter la mise en œuvre et pouvoir aussi connecter ce dispositif, bien entendu, avec tout le plan de développement des compétences, hein, puisqu'on a bien conscience que la qualité de vie au travail, ça ne se résume pas, bien sûr, à ces 3 outils, mais que derrière, ça doit s'intégrer dans une démarche globale qui passe par le plan de développement des compétences. Donc, on a un instant aujourd'hui T Polaroid sur ce dispositif, mais c'est vraiment un point de départ, j'ai envie de dire, c'est pas une conclusion. C'est un nouveau démarrage effectivement pour la démarche qualité de vie au travail que l'on souhaite impulser donc avec l'ARAC donc au sein des EHPAD. Il y a quelques questions peut-être auxquelles je n'ai pas répondu parce qu'elles s'adressaient plutôt à Monsieur Ravix. Je vois qu'il y a une question autour de la difficulté dans l'attractivité et la fidélisation des salariés malgré l'utilisation de ces outils. Il y a cette première question. Alors, juste peut-être avant de donner la parole à David Ravix sur cette question-là, de fait, le principe, en tout cas la façon dont on a pensé ces outils, et dont on pense la QVT, hein, c'est que justement, en tant que tel, agir sur la qualité de vie au travail, c'est agir sur l'attractivité et la fidélisation des collaborateurs. Donc, on n'est pas sur des actions spécifiquement de recrutement, d'intégration, mais c'est bien un effet positif indirect. Et c'est d'ailleurs même l'origine en fait du projet. Hein, c'était faire en sorte d'attirer et de fidéliser davantage de collaborateurs en agissant sur la qualité de vie au travail. Je laisse David Ravix compléter sur ces questions si vous le souhaitez. Ah, on ne vous entend plus. Pardon, j'avais coupé le micro. Il y a des questions intéressantes, effectivement. La première de Stéphane T. Une stagiaire laissée seule dans le cadre de l'apprentissage de sa formation, point d'interrogation. Clairement, on sait qu'il y a des moments où un personnel va se retrouver seul, ne serait-ce que pour aller d'un endroit A à un endroit B dans l'établissement. Là, c'était dans un couloir. C'est dans un couloir, elle a fait ça. Elle n'était pas tout à fait seule puisque la paramédicale a pu la voir à ce moment-là. Et non, les stagiaires ne sont pas laissés tout seuls dans les chambres des résidents. Ils sont accompagnés, bien entendu, d'un professionnel. Sinon, travailleur isolé, et en plus, cette personne n'est pas diplômée.
Une autre question de Stéphane, qui était le statut après diplôme ou AS faisant fonction. Ben, malheureusement, en ce moment, vous le savez, en EHPAD, il est très difficile de trouver des aides-soignants diplômés pour recruter tous les postes. C'est pour ça qu'il y a des grands plans qui sont lancés par les ARS et le gouvernement. Donc, maintenant, on a du personnel qui fait fonction avec l'idée au sein de notre association de les former pour qu'elles puissent assez rapidement pouvoir être aides-soignantes. Donc, les formations proposées, c'est de la VAE ou alors directement d'aller à l'école pendant les 10 mois de formation. Le but du jeu, c'est d'aller véritablement sur une professionnalisation de la fonction et de retrouver des vocations. Une question de Candice qui était « Comment vous y êtes-vous pris pour ramener du sens au travail et réinstaurer la confiance ?» C'est compliqué. C'est compliqué parce que quand vous avez été un peu malmené pendant un certain temps, que des gens découvrent une nouvelle direction, un nouvel encadrant, on vous teste, on ne se connaît pas. C'est comme ça. La confiance, elle se gagne avec le temps. De toute façon, ces outils-là, il y a une autre question qui en parle, hein, c'est la question de Patrick C. J'ai parlé d'instantanéité tout à l'heure sur les résultats par rapport à l'autodiagnostic. La mise en place d'actions d'amélioration de la qualité de vie au travail et les résultats ne seront pas instantanés. Ce n'est pas en faisant un apéro que tout de suite, le lendemain, tout le monde sera content de se retrouver les uns avec les autres. C'est vraiment un travail de longue haleine. Moi, ça fait maintenant, j'entame ma 5e année au sein de l'établissement. La confiance du personnel, je l'avais, mais pas encore complètement consolidée. Ma porte est toujours ouverte. Je suis à l'écoute. Je ne demande pas à mon personnel de prendre rendez-vous avec moi si les questions peuvent être traitées assez rapidement. Je fais partie de l'équipe et c'est ça que j'essaie de leur montrer. Je ne suis pas dans ma tour de verre en leur disant « Vous connaissez votre boulot, faites-le ». Non, on a tous des problèmes du quotidien, on le sait. Nos résidents, malheureusement, du jour au lendemain, peuvent avoir des soucis. Les familles sont de plus en plus clientélistes. Ça commençait déjà avant le Covid. Ça a été empiré avec la crise Orpea. Donc, on est quand même dans un univers qui peut être très anxiogène, voire même dangereux pour des soignants qui sont laissés dans les étages et qui subissent à la fois les demandes des résidents et les critiques des familles. Donc, chacun son rôle. On va déterminer qui va faire quoi. Et une soignante, pour moi, n'a pas à rentrer dans le détail de ce qu'elle fait auprès d'une famille. La famille, si elle a des questions importantes à poser, elle a l'équipe d'encadrement médical ou alors elle a la direction si elle veut se plaindre. Et derrière, on répond à tout le monde. Donc, c'est vraiment la mise en confiance de tout le monde pour leur faire comprendre que quand on prend ce poste, c'est pour s'occuper de tout le monde, voilà, en responsabilité, et que chacun dans son métier pourra répondre ou pas à ces questions. Quand on me pose des questions médicales, je ne peux pas y répondre, je ne suis pas médecin. A contrario, une soignante, si elle n'a pas le matériel pour travailler et qu'une famille lui fait remarquer, c'est à moi d'apporter la réponse, clairement. Et la confiance, clairement, on va trouver quelque chose de bon à des malheurs. Le Covid, en étant présent au moment du Covid, en laissant tomber la chemise, le costume, en aidant les soignants du mieux que je pouvais, en demandant aux soignantes comment je pouvais les aider, parce qu'il y a eu de l'absentéisme à cause du Covid, justement, donc on était moins nombreux et c'était compliqué de trouver du personnel, vous le savez. Je suis présent sur le site, je ne suis pas là pour regarder mon PC, faire des budgets, etc. Je suis là auprès d'elles pour qu'on prenne soin des résidents. Et moi, en même temps, j'ai pu avoir un œil sur les soignantes et même, je me suis énervé contre une soignante parce qu'il fallait qu'elle rentre chez elle, parce qu'elle était épuisée à la fin de la thèse et elle ne voulait pas. Donc voilà. Donc, quand ça se passe comme ça, dans le sens inverse, je veux rester pour vous aider. Là, on se dit, ça y est, ça commence à être gagné. Et par contre, c'est un travail de longue haleine et qui ne se lâche pas. Donc, c'est vraiment du long terme. Et la qualité de vie au travail, comme beaucoup d'autres choses dans nos établissements, ça ne peut pas s'acquérir du jour au lendemain. Merci, merci David pour ces réponses. Je vais peut-être tenter de répondre à certaines questions qui sont posées, qui me concernent qui nous concernent plus directement sur l'aspect technique, et puis Laurent sur certaines autres questions qui, à mon avis, te sont plus directement adressées. Alors, avez-vous proposé des attestations de réussite et de suivi de la formation, pas pour tous les outils, mais pour les outils, pour le MOOC, bien sûr, et pour la formation en ligne, il y a des attestations.
pas pour l'outil d'autopositionnement, puisqu'on est plutôt sur un outil d'autodiagnostic, donc ce n'est pas le même type d'attestation. N'y a-t-il pas un biais d'isolement présenté sur une formation individuelle? Je crois que ça a déjà été redit à la fois par David et par Laurent. Hein, nous, on préconise au maximum, vous l'avez vu, hein, des actions de formation et même l'utilisation du MOOC plutôt sur le temps de travail et en collectif. Maintenant, ça peut permettre, on peut aussi envisager une combinaison des deux, c'est-à-dire avec des temps de visionnage plutôt en individuel, séquencés, y compris sur le temps de travail, hein, mais je veux dire individuellement, et des échanges réflexifs. Ce qui est important, c'est effectivement d'accorder une dimension collective à ces outils. Sont-ce les directions qui animent les EDD? Alors, bon, là, plusieurs, ce serait trop long de rentrer dans le détail des pratiques et des conseils que l'on prodigue en matière d'animation des espaces de discussion. Globalement, ça dépend de beaucoup de situations. Quoi qu'il arrive, moi, j'encourage plutôt à permettre des temps d'animation distincts, c'est-à-dire à la fois des moments où le personnel peut se retrouver sans présence hiérarchique et des moments où on réintègre la présence hiérarchique parce qu'il est important de confronter les points de vue et que la hiérarchie entende aussi ce que les collaborateurs ont à dire. Donc, la confrontation est nécessaire, mais effectivement, notamment dans des établissements où il peut y avoir des tensions, un climat social un peu délicat, il est important de favoriser une liberté d'expression des collaborateurs. Et je crois d'ailleurs que David Ravix partage ce point de vue. Il me semble qu'on en avait discuté sur la possibilité, vous l'avez présenté par exemple sur l'outil d'autopositionnement, où vous faites en sorte que le personnel le remplisse sans votre présence. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, c'est plus qu'important. Ouais. Il faut qu'elle se sente libre de donner les bonnes réponses, du moins les réponses qui sont les leurs. C'est ça. Parce que même en confiance, on fait toujours attention à ce qu'on dit quand on peut avoir le sentiment d'être jugé par sa hiérarchie. Ouais. Absolument. Alors, cette application vise… Alors, donc, ces différents outils s'adressent effectivement aux EHPAD. Ils ont vraiment été conçus spécifiquement pour les EHPAD, même si, bien évidemment, il y a des tendances de fond qu'on va pouvoir retrouver dans tous les établissements médico-sociaux. Donc, je pense que c'est pas tout à fait inutile notamment le MOOC, par exemple. Je pense qu'il y a des éléments qui sont tout à fait transférables à d'autres types d'établissements, mais effectivement, ils ont été conçus spécifiquement pour les EHPAD. La richesse avec des échanges et le lien avec le document unique d'évaluation des risques. Alors oui, bien évidemment, on encourage à intégrer et à comment dire, à utiliser, à actualiser, à renseigner le DU de façon collective. Et surtout, ce qu'on pense, c'est que améliorer de la qualité de vie au travail des collaborateurs va contribuer à réduire notamment les risques psychosociaux et donc, de fait, va entrer dans les actions, dans le plan d'action qu'on va pouvoir trouver dans le DUERP. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Attendez, je reprends en même temps. Alors, il y avait une question sur est-ce que vous avez aujourd'hui, David, c'est peut-être un peu tôt, je ne sais pas, des effets de votre démarche sur la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles et sur la qualité des soins? Alors, je vous laisse répondre et je compléterai. Je ne pourrais pas aujourd'hui vous donner de chiffres sur la situation de notre établissement. J'ai plus exactement les chiffres en tête. 2020 et 2021 en plus, à cause du Covid, ont un peu bouleversé nos éléments de comparaison annuels sur tout ce qui est arrêt maladie et accident de travail. Quoi qu'il en soit, de ce que j'en sais, de ce que j'ai pu constater, on a beaucoup moins d'absentéisme sauvage, ce que j'appelle l'absentéisme sauvage chez les non-présents du matin, en quelque sorte, qui est toujours une belle angoisse pour l'IDEC et également pour l'équipe soignante. Est-ce qu'on sera en nombre aujourd'hui? C'est une question à peu près quotidienne dans tous les EHPAD. Et cette angoisse n'existe quasiment plus au sein de notre établissement. On sait qu'on sera en nombre ou on sait qu'il manquera quelqu'un, parce qu'on n'a pas forcément pu remplacer quelqu'un qui a été absent, malheureusement. Mais on a le planning qui est édité, et sauf maladie, tout le monde est là. Donc, cette angoisse, elle est un peu levée.
On reste vigilant, mais ce n'est plus véritablement la grosse inquiétude de nos soignantes les plus anciennes quand elles arrivent dans l'établissement. Ensuite, les accidents du travail, malheureusement, même avec une bonne QVT, ça pourra toujours arriver. Et maladie professionnelle, je la mettrai encore dans un autre cadre, puisque maladie professionnelle peut intervenir après de nombreuses années de pratique, voire de mauvaises pratiques. Et je pourrais vous y répondre dans quelques années avec toute la structuration de la QVT que nous allons mettre au sein de l'établissement. En espérant avoir répondu au mieux à cette question. Peut-être si vous pouvez compléter sur la qualité des soins. Alors, une fois de plus, avec toutes les limites que l'on peut formuler à l'égard des avis sur Internet. Mais par exemple, moi, ça m'avait frappé parce qu'à l'époque où j'avais rencontré donc l'établissement, où j'étais allée dans l'établissement faire des observations de situation de travail, j'avais observé des notes, des avis des familles qui étaient très négative. Donc, c'est vrai qu'en arrivant, j'étais un peu inquiète et donc rassurée quand j'ai rencontré David Ravix qui m'expliquait justement qu'il venait d'hériter en fait de cette situation et qui comptait changer des choses. Et quand on regarde aujourd'hui, ne serait-ce que ça, avec une fois de plus toutes les limites et les réserves, les avis sont totalement modifiés. Donc, en termes de qualité des soins, si on s'en tient en tout cas aux avis des familles, on voit qu'il y a une évolution tout à fait favorable, ce qui conforte quand même nos points de vue et nos convictions entre le lien étroit entre qualité de vie au travail du personnel et qualité des soins aux résidents. Alors, j'ai noté que vous formiez Arnaud déjà au PRAP2S, donc c'est effectivement une très bonne formation qui, de notre point de vue, vient s'intégrer dans une politique globale de QVT qui est plus large et qui dépasse la dimension prévention des risques, même si, bien évidemment, ce sont des éléments incontournables et qui contribuent à la QVT des soignants et des résidents. Sur la question donc de l'application au sein des établissements d'accueil et de soins pour handicapés, j'y ai déjà répondu, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est spécifique aux EHPAD, mais on va trouver des passerelles et des éléments à transférer, à transposer. Donc, je pense qu'on peut ça peut être tout à fait intéressant de les mobiliser. On propose aussi d'autres actions au niveau de l'ARACT et Laurent complétera sur les propositions aussi d'offres de services de l'OPCO Santé. La qualité de vie au travail pour les directions, oui, ça fait partie intégrante effectivement de la réflexion et des démarches de qualité de vie au travail. Alors, QVT et ou QVCT, on s'attendait à cette question et c'est bien normal qu'elle soit posée. Effectivement, le terme exact aujourd'hui, c'est qualité de vie et des conditions de travail. On s'est posé la question de est-ce qu'on modifie la terminologie? L'enjeu de ces outils, c'est vraiment de parler au plus grand nombre, s'adresser à l'ensemble du personnel. On sait que le terme de qualité de vie au travail n'est pas encore totalement passé dans les mœurs auprès de tout le monde. Et on s'est dit, si on vient ajouter un autre terme à celui-ci, on va créer de la confusion, un manque de lisibilité. Et bien évidemment, pour nous, de toute façon, avant cette nouvelle terminologie, la qualité de vie au travail est éminemment liée aux conditions de travail. Donc, voilà, l'explication et notre choix de rester sur la terminologie qualité de vie au travail pour plus de pédagogie finalement vis-à-vis de l'ensemble du personnel. Une question que je trouve très intéressante en tant que soignante, comment faire évoluer les directions? C'est exactement pour ça qu'on a conçu le MOOC. C'est de dire finalement, ce MOOC, il est accessible à tout le monde et ça peut être une façon pour des représentants du personnel ou des non-représentants du personnel, mais juste des personnels d'EHPAD, de se former et d'être en capacité d'interpeller en fait sa direction sur quid d'une démarche qualité de vie au travail dans notre établissement et pourquoi on ne lancerait pas, et il y a ça qui existe. Donc, c'est vraiment un outil qu'on a pensé aussi comme un argument finalement pour le personnel, pour mobiliser des directions qui seraient peut-être moins investies sur ces questions-là et pour tenter de les convaincre. Justement, en collectif, il y a une notion de jugement de l'équipe. Vous vous trompez pour moi de public. Je ne comprends pas ce que ça veut dire.
C'était par rapport à des commentaires au-dessus qui disaient que comme le personnel ne peut pas le faire de manière individuelle parce que souvent il le fera sur ses moments de repos, quand on reprend le fil de discussion, au début il était indiqué c'est pas QVT de faire former du personnel en dehors de son temps de travail. Et ça peut rebondir justement là-dessus sur en collectif, on peut être jugé, je sais pas, c'est peut-être de là que ça vient. Peut-être en fait sur le sujet, les partenaires sociaux l'avaient indiqué lors des groupes de travail, la QVT donc est vraiment ouvert à toutes et à tous. Idéalement donc le MOOC est un outil effectivement donc qui peut être à la main effectivement du manager et intégré donc dans une démarche collective. Mais si ça ne se passe pas et s'il y a effectivement pas de maturité sur le sujet, voilà, les partenaires sociaux ont souhaité que le MOOC soit aussi l'outil quelque part à la main des salariés, voilà, pour aborder le sujet et pouvoir avoir un élément de conversation et d'échange avec les managers. Voilà. Et donc après, j'ai envie de dire l'ajustement sur la démarche, notamment avec le rôle des IRP en interne qui est extrêmement important, doit se faire et on doit trouver collectivement le cadre de diffusion du MOOC le plus simple possible. Parfois, c'est vrai qu'on peut avoir, je dirais, un visionnage du MOOC individuellement dans un cadre collectif et avoir ensuite je dirais, une restitution, des échanges, des débats, un débrief qui se fasse de manière collective. Donc, voilà, l'outil est extrêmement souple, extrêmement adaptable. Et voilà, ce qui est important, c'est surtout ce que vous en ferez donc dans la suite de ce projet. Donc, je pense que là, il n'y a pas de conclusion encore une fois, mais l'entrée de ce dispositif par le MOOC peut être effectivement peut-être un bon moyen, en tout cas, à la fois pour les dirigeants, les salariés et les IRP, de s'acclimater donc avec le sujet de la QVT. Je pense qu'on a... Alors, il restait deux toutes petites questions, si on a encore un peu le temps. Oui. Avez-vous mis en place des actions pour le recrutement, fidélisation des nouveaux? C'est quelque chose sur lequel on travaille, aussi bien au niveau de l'association que de l'établissement, pour l'accompagnement des nouveaux. Éventuellement une journée d'observation au sein de l'établissement pour qu'elles voient le travail et être en nombre justement suffisant pour qu'elles voient où elles vont mettre le pied avant leur premier jour. Et ensuite mettre en place un système de tutorat où une aide-soignante confirmée accompagnera le nouveau personnel. Ce sont les premières bases pour les nouveaux recrutés et faire en sorte qu'ils restent et qu'ils ne soient pas laissés tout seuls dans un étage sur ses journées de travail. Sinon, il fera du mauvais travail, il ne reviendra pas. Et Basma avait une question qui était beaucoup plus ample que la QVT, c'était que faire face à la fuite des vocations. C'est une question qui pourrait prendre beaucoup de temps pour y répondre. Très rapidement, je dirais qu'il faut arrêter le bashing des EHPAD. Il faut arrêter que les gens lisent et croient tout ce qui est marqué dans la presse, comme quoi ça peut être des mouroirs, leur grille, etc. J'ai fait plusieurs EHPAD avant d'arriver ici. J'ai exercé dans 7 EHPAD auparavant. Le personnel qui est là, c'est des gens qui ont le cœur sur la main et qui ne rechignent pas dans les efforts, dans leur humanité, pour apporter le mieux aux résidents. S'ils sont là, c'est pas par hasard. Ils pourraient faire d'autres métiers tout aussi mal payés, qui seraient moins fatigants. Pour moi, si elles sont là, c'est vraiment parce que c'est une vocation et c'est à nous, direction, encadrement, de valoriser ça. Dans les modules, vous allez voir, il y a la symétrie des attentions. Soignant, soigné, je vois la symétrie des attentions également entre la direction et le personnel. En prenant bien soin du personnel, 8 à 9 personnels sur 10 vous le rendra, c'est certain. Ensuite, il y a toujours des mauvaises personnes qui ne sont là que pour mettre le bazar et elles sont identifiables, identifiées et elles s'amélioreront ici ou ailleurs. Mais clairement, il faut arrêter, il faut qu'on parle en bien de nos métiers qui sont vraiment humains. Vous voulez voir de l'humanité, mais venez en EHPAD. Nos résidents, ils sont dépendants, parfois agressifs, parfois apathiques. On a de tout. Et le personnel qui est autour est présent.
fatigués parfois, embêtés d'être là, mais vous leur demandez avec respect, gentillesse, parfois un peu plus de poigne pour leur faire comprendre que si elles sont là, elles ont un service à rendre, mais elles le font. Et celles qui ne le font pas et qui n'ont pas envie de le faire, dont ce n'est pas la vocation, partiront ou sont déjà parties au moment du Covid. Donc, il y a effectivement une fuite des vocations parce qu'on en parle mal de nos métiers. Et je pense que si tous et toutes nous étions plus fiers de ce qui se passe dans nos établissements, mettre en valeur la petite chose qui se passe super bien plutôt que de pointer du doigt tout ce qui pourrait se passer mal, déjà, ça donnerait un peu plus envie aux personnes de venir et ensuite, il faut les retenir. Et c'est pour ça que la QVT, avec toutes les actions et tous les axes qu'on peut mettre en place, qui sont simples et pas forcément coûteux, peut nous permettre de garder du bon personnel. C'était un peu l'esprit aussi, hein, l'une des finalités, l'un des objectifs de ce MOOC, hein, c'était effectivement, d'où son intitulé d'ailleurs également, hein, la qualité de vie au travail dans les EHPAD, c'est possible, c'était justement pour venir contrecarrer l'EHPAD bashing que vous mentionnez à l'instant. Il y a vraiment cette ambition aussi. Je voudrais aussi répondre peut-être à une question sur comment évaluer ces démarches. Sur les démarches qualité de vie au travail, on a plusieurs types d'évaluations. Bien évidemment, comme pour n'importe quelle démarche, il vaut mieux formuler des indicateurs en amont du lancement de la démarche pour pouvoir mesurer justement avant-après. C'est typiquement l'intérêt de l'outil d'autopositionnement. C'est-à-dire que l'outil d'autopositionnement, si vous le renseignez aujourd'hui à un instant T, et que vous mettez en place une démarche qualité de vie au travail et que vous le renseignez, par exemple, 1 an plus tard, eh bien, vous pourrez mesurer l'évolution des différentes dimensions de la qualité de vie au travail par l'intermédiaire de cet outil. Donc, en tant que tel, ça peut tout à fait venir contribuer à évaluer la démarche que vous aurez mise en œuvre. Et puis après, on va avoir des indicateurs plus indirects dont on a parlé, hein, par exemple la satisfaction des résidents, la satisfaction des familles. On va également avoir des indicateurs objectifs autour de, on sait hein, que les démarches de qualité de vie au travail contribuent à réduire les accidents du travail, à réduire, ça a été signalé par David Ravix, l'absentéisme. Hein, donc on va avoir tout un tas d'indicateurs qui vont permettre vraiment d'évaluer les démarches que vous entreprenez. Et une fois de plus, j'insiste, hein, je pense que c'est important de se dire, parce que sinon ça peut faire peur, on se dit, bon, on va mettre en place une démarche qualité de vie au travail, c'est ambitieux. Ça peut aussi être par une approche impressionniste, par petites touches. Je commence par mettre en place cette action. On voit bien que dans le témoignage de David Ravix, du jour au lendemain, il n'a pas mis en place un comité de pilotage et une démarche forcément très ambitieuse. Petit à petit, il a instauré de nouvelles pratiques, un nouveau style de management, le droit à l'erreur, un management plutôt centré sur la confiance, plus de responsabilisation des collaborateurs, plus de participation. Donc, on peut tout à fait imaginer aussi d'évoluer comme ça, par petites touches, sans forcément entamer une démarche très ambitieuse. Voilà. Et juste une dernière chose que je voudrais signaler, les grands groupes ne s'opposent pas à ces outils, ayant en interne leurs propres outils. En général, alors nous, on travaille avec toutes sortes d'EHPAD, hein, les grands, les petits, des EHPAD qui sont adossés à de plus grands groupes. Et donc, on construit ces outils en fait avec eux en général. Hein, donc, on n'a pas rencontré d'opposition. Et ça vient, s'il y a des outils en interne qui existent, ça vient souvent bien les compléter. Voilà, j'ai l'impression qu'on a à peu près répondu aux questions effectivement qui étaient posées. Bon, comme l'a dit David, il y a effectivement des sujets de fond qui pourraient prendre beaucoup plus de temps. Mais de toute façon, je vous invite bien sûr à revenir vers les services de l'OPCO et de l'ARACT donc pour bien entendu les sujets de fond autour de l'attractivité des métiers, la promotion des métiers et la promotion de la qualité de vie au travail. Un grand merci à vous, David et Maroussia, donc pour cet échange voilà, extrêmement clair, illustré, vivant, voilà, sur une thématique donc centrale pour les EHPAD. Et je remercie bien sûr tous les participants d'avoir joué le jeu et d'être restés jusqu'au bout de ce webinar. Donc,
tout commence à partir de maintenant, donc sur ce dispositif, et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses donc à le tester. Très, très bonne journée. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Bonne journée, bon appétit.